Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte, enfin, à un monument qui a fait couler beaucoup d'encre. Le Testament politique. Attribué au cardinal de Richelieu, bien sûr, mais on va regarder plus précisément l'édition parisienne de 1764. Et c'est une édition qui est loin d'être une simple réimpression, n'est-ce pas? Ah non, tout à fait. C'est pas juste un livre de conseils pour gouverner, c'est un document avec une histoire vraiment complexe, une saga même. Et cette édition de 1764, elle arrive à un moment très précis, après des décennies de polémiques acharnées sur son authenticité, avec Voltaire en première ligne, criant au faux. Exactement. Donc, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de voir ce que cette édition de 1764 nous apprend. Pas seulement sur Richelieu lui-même, mais aussi sur la façon dont on voyait ses idées au XVIIIe siècle, en pleine bataille intellectuelle, quoi. Comment les éditeurs ont répondu à Voltaire. Et puis surtout, quelles sont les grandes idées, les fameuses maximes d'État, que ce texte, tel qu'il est présenté là, met en avant. Alors, pour bien comprendre l'enjeu de 1764, il faut revenir un peu en arrière. La toute première édition connue, elle date de 1688, publiée à Amsterdam. Mais elle était pleine de défauts, c'était notoire. L'éditeur lui-même l'admettait dans sa préface. Il espérait d'ailleurs que d'autres publieraient une meilleure version, basée sur de bons manuscrits, mais rien ne s'est passé pendant très longtemps. Jusqu'à ce que Voltaire mette les pieds dans le plat en 1749. C'est un vrai coup de tonnerre, ça. Il attaque de front, il dit en gros, ce texte, c'est une supercherie indigne de Richelieu. Oui. Et ça a déclenché une vraie guerre de plumes, comme on dit. Des réponses ont été publiées pour défendre l'authenticité, mais Voltaire, lui, il n'en démord pas. Il enfonce même le clou dans son essai sur l'histoire générale. C'est vraiment dans ce contexte tendu que les éditeurs de 1764 décident de monter un dossier solide. Ils ne se contentent pas de répéter les arguments déjà connus. Il mène une enquête, c'est ça. Presque une contre-attaque scientifique en quelque sorte face à Voltaire. Exactement, c'est tout à fait ça. Il contacte d'abord les héritiers du cardinal, qui confirment qu'il y a bien une tradition familiale constante. Oui, le cardinal est l'auteur. Et surtout, ils partent à la chasse aux manuscrits. Ce que Voltaire disait introuvable, justement. Et là, bingo, ils en trouvent. Aux affaires étrangères, un manuscrit qui vient des papiers même de Richelieu après sa mort, très important. Ah oui, quand même. Et un autre à la Sorbonne, donné par son secrétaire particulier, quelqu'un qui a priori savait de quoi il parlait, et qui affirmait son authenticité. Il repère aussi d'autres copies qui semblent d'époque. Donc, la base documentaire s'élargit considérablement. Et le clou du spectacle, c'est cette fameuse suite du premier chapitre, je crois. Elle continue le récit des actions de Richelieu de fin 1638 jusqu'à la fin 1641. Mais le détail qui tue, comme on dirait aujourd'hui, ce sont les corrections manuscrites, dans le texte et en marge. Et ces corrections sont identifiées comme étant de la main même de Richelieu. Ah oui, là c'est difficile de faire plus probant. Exactement. Pour les éditeurs de 1764, c'était la preuve quasi irréfutable, celle qui, selon eux, enterrait définitivement les doutes de Voltaire sur l'implication directe du cardinal. Donc, armés de ces preuves, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils se contentent de réimprimer le texte en ajoutant la suite? Ah non, ils vont beaucoup plus loin. Ils font un vrai travail éditorial assez poussé pour l'époque. D'abord, ils comparent les manuscrits qu'ils ont trouvés avec l'édition de 1688. Ils choisissent ceux qu'ils estiment être les meilleures versions quand il y a des divergences, les meilleures leçons, comme on dit. Ils ajoutent aussi énormément de notes pour expliquer le contexte historique, pour justifier leurs choix éditoriaux. Et ils prennent soin de bien distinguer leurs nouvelles notes de celles qui existaient déjà. D'accord, un travail critique en fait. Oui, critique et de légitimation. Ils intègrent la suite, bien sûr. Et ils vont même jusqu'à réorganiser un tout petit peu la structure du texte pour le rendre plus cohérent selon leur logique, tout en affirmant vouloir respecter le texte original, même quand certaines expressions pouvaient peut-être heurter un peu la sensibilité de 1764. C'est un équilibre délicat. Hmm. Et ce texte, alors, qu'est-ce qu'il raconte au fond? Quelle est la vision de Richelieu? Ou du moins, la vision présentée dans cette édition? Alors, le texte s'ouvre sur une dédicace au roi, Louis XIII. L'auteur, présenté comme Richelieu, explique son projet. Il dit qu'il aurait bien aimé écrire l'histoire complète du règne, mais que sa santé fragile, l'en empêche. Donc à la place, il offre ce testament, ses mémoires en quelque sorte, pour guider le roi pour l'avenir, en tirant les leçons du passé. Il promet d'être direct, sincère, c'est la substance des choses qui compte, dit-il, plus que le beau style.
Et le point de départ qu'il décrit, la situation de la France quand il arrive aux Affaires, c'est assez sombre, non? Oui, c'est un tableau très noir, sans doute volontairement noirci pour mieux faire ressortir son action future, bien sûr. Mais en gros, il dit les protestants, les huguenots formaient un État dans l'État, les grands nobles se comportaient comme des petits rois sur leurs terres, les gouverneurs de province, pareil, l'autorité royale était bafouée un peu partout, même par les tribunaux, l'audace, l'intrigue, ça payait plus que le mérite. Et à l'étranger, la France, elle ne pesait plus grand-chose. Bref, le chaos menaçait. D'accord. Et face à ça, son programme, il est clair et net. Oui, il le résume lui-même en 4 points essentiels. Premièrement, ruiner le parti huguenot. Deuxièmement, rabaisser l'orgueil des grands. Troisièmement, réduire tous ses sujets en leurs devoirs. Et quatrièmement, relever son nom, celui du roi, dans les nations étrangères. C'est un programme de restauration totale de l'autorité royale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il insiste sur un point, rien n'est possible sans la confiance absolue du roi. Et pour illustrer ce programme, il y a cette longue partie narrative, la succincte narration, où il raconte ses succès, les sièges, les batailles. C'est là, non? C'est exactement ça. C'est la partie la plus événementielle, disons. La prise de La Rochelle, bien sûr, contre les Huguenots et avec les Anglais qui interviennent. Les interventions en Italie, pour contrer l'Espagne. La lutte contre les complots internes, comme celui de Chalais. La fermeté contre les duels, avec l'exemple célèbre de Bouteville. Puis, l'entrée progressive dans la guerre ouverte contre les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. La gestion de multiples fronts en même temps, jusqu'à la prise clé de Brisache en 1638, qui marque la fin de ce premier récit. Et la suite découverte, elle continue sur cette lancée, hein. Avec d'autres succès militaires comme Hesdin, Arras, Turin, entre 1639 et 1641, oui, elle poursuit le récit des campagnes militaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une liste de victoires, pas du tout. À travers ce récit très détaillé, il distille en fait ses principes d'action. La nécessité de la décision, de la persévérance, La Rochelle en est l'exemple parfait, l'importance de la diplomatie, oui, mais aussi de la force militaire pour la soutenir. C'est le cas dans les affaires italiennes. La fermeté absolue pour maintenir l'ordre à l'intérieur, Chalais, les duels. Et puis, la vision à long terme dans la confrontation avec les Habsbourg. La suite insiste aussi beaucoup sur la résilience face aux coups durs. Ah oui. Oui, la maladie du roi, les trahisons de certains alliés, et elle souligne la puissance qu'il faut déployer, financière et militaire, pour mener une grande politique. 7 armées de terre, 2 flottes, c'était colossal pour l'époque. Et il ne cache pas non plus les difficultés internes, y compris au sein même de la famille royale. L'idée générale, c'est de montrer que gouverner, c'est difficile, oui, mais qu'avec de la méthode et de la volonté, on y arrive. Donc toute cette partie historique, elle sert en quelque sorte de justification et d'illustration pour les conseils plus généraux qui vont suivre. C'est là qu'on entre vraiment dans les fameuses maximes d'État. C'est exactement ça. Après avoir montré comment il a agi, il explique comment il faut gouverner en général. Et pour ça, il passe en revue les grands corps de l'État. On peut commencer par l'Église, le premier ordre, l'ordre ecclésiastique. D'accord. Alors, que dit-il sur l'Église? On imagine que pour un cardinal, c'est un sujet central. Oui, c'est central, mais son approche est très politique en fait. Bien sûr, il veut des évêques pieux, savants, tout ça, mais il insiste surtout sur le fait qu'ils doivent être zélés, courageux, actifs et, très important, loyaux à la couronne. Il y a même ce débat intéressant, faut-il préférer des nobles ou des roturiers pour être évêque? Et Richelieu, lui, penche clairement pour la noblesse. Il la juge plus apte à tenir son rang, à comprendre les affaires du monde. L'idée de fond, c'est que l'Église doit être un pilier solide et fiable de l'État royal. Et il s'attaque aussi à des problèmes plus techniques, on va dire. Ces histoires d'appels comme d'abus, de régal, ça peut nous sembler un peu obscur aujourd'hui. Oui, ça l'est un peu, mais c'était absolument crucial à l'époque. Les appels comme d'abus, c'était une procédure qui permettait aux tribunaux royaux de casser des décisions des tribunaux d'église. Richelieu trouve qu'on en abuse et que ça paralyse l'action de l'Église. La régale, c'était le droit du roi de percevoir les revenus d'un évêché pendant qu'il était vacant. Il en discute les modalités. Il parle aussi des exemptions, c'est-à-dire certains ordres religieux, certains chapitres qui échappaient à l'autorité de l'évêque local. Pour lui, ça créait du désordre. Donc globalement, il cherche à renforcer l'autorité, celle des évêques sur leur clergé et celle du roi sur l'Église de France,
en limitant les influences extérieures comme Rome ou les contestations internes. Rationaliser et contrôler en quelque sorte, c'est un peu le fil rouge. Et pour la noblesse, le second ordre? C'est un peu la même logique en fait. La noblesse, c'est essentiel, c'est le nerf principal de l'État, surtout pour la guerre. Donc il faut la soutenir, oui, mais il faut aussi l'encadrer très fermement. Il faut en finir avec les duels qui déciment ses rangs pour des questions d'honneur privé. Il faut que la noblesse serve l'État, militairement avant tout, et pour l'encourager dans cette voie, il propose de lui réserver les charges militaires et celles de la maison du roi. Et, point important, de supprimer la vénalité pour ces postes-là. C'est-à-dire la pratique de les acheter. Exactement. L'idée, c'est que le noble paye déjà de son sang sur le champ de bataille, il n'a pas à payer en plus de sa bourse pour servir le roi dans ses fonctions prestigieuses. D'accord. Et ensuite, le tiers-État, qui regroupe la justice, les finances, le peuple. Il y a cette question assez connue de la vénalité des offices de justice, l'achat des postes de juge. Qu'en dit-il? Oui, c'est un passage fascinant. Il admet que cette pratique, acheter sa charge de juge, ce n'est pas idéal en théorie. Mais il pense que la supprimer pourrait entraîner des maux encore pires, comme le favoritisme, les brigues, les intrigues pour obtenir les postes gratuitement, et ça rendrait les juges moins indépendants, car ils seraient redevables à ceux qui les auraient nommés. C'est une vision très pragmatique, presque, oui, on pourrait dire un peu cynique. On garde un système imparfait pour éviter un mal jugé plus grand. Intéressant comme raisonnement. En revanche, il est très clair sur la nécessité de réformer les finances et surtout d'alléger le fardeau des impôts qui pèsent sur le peuple. C'est là qu'il utilise cette célèbre métaphore du mulet. Le mulet est habitué à la charge, dit-il, et il se gâte plus par le repos que par le travail. Mais attention, il ne faut pas le surcharger au-delà de ses forces. Donc, il faut une gestion rigoureuse, juste des finances publiques, éviter le gaspillage. On voit vraiment se dessiner une vision très centralisée et très rationnelle de l'État. Et qu'en est-il du roi lui-même? Il ose donner des conseils personnels à Louis XIII. Ah oui! Et c'est peut-être la partie la plus directe, la plus personnelle du texte. Il commence par louer la piété du roi, bien sûr, mais il ne met en garde contre le scrupule excessif. Ce scrupule qui pourrait l'empêcher de prendre des décisions difficiles, mais qui sont nécessaires pour le bien de l'État. Il lui conseille de maîtriser ses émotions, de se concentrer sur les grandes affaires et de savoir déléguer le reste. Et surtout, une leçon qui résonne encore beaucoup, la prudence extrême dans ses paroles. Une parole blessante d'un roi, dit-il, peut faire plus de dégâts qu'un coup d'épée. Ah oui, c'est fort ça. Oui, parce qu'elle démotive, elle crée du ressentiment qui dure longtemps. Il l'exhorte aussi à éviter toute partialité, tout favoritisme, et à ne jamais, jamais écouter les médisances, les calomnies, surtout celles qui sont dites à l'oreille, en secret. C'est incroyable comme ça peut encore parler aujourd'hui, cette question de la communication au sommet. Et il va jusqu'à critiquer l'organisation de la cour, la maison du roi. Très sévèrement même. Il trouve qu'elle manque de lustre, qu'elle est mal gérée. Et surtout, que les postes sont trop souvent occupés par des gens qui ont simplement payé cher pour les avoir, plutôt que par des nobles méritants. Il trouve ça choquant que le roi soit servi par de simples et sales marmitans, c'est l'expression qu'il emploie. Donc il propose une réforme drastique. Un grand maître de France avec une vraie autorité, des charges réservées à la noblesse et données gratuitement, pour restaurer la dignité, l'éclat de la cour. C'est aussi un moyen, bien sûr, d'attacher la noblesse au service direct du roi. Logique. Tout cela nous mène assez naturellement au cœur du réacteur politique, le Conseil du roi. Comment est-ce qu'il doit fonctionner selon Richelieu? Alors ça, c'est un chapitre absolument fondamental. Pour lui, c'est simple. Même le meilleur des rois, le plus capable, a besoin d'un bon conseil. Parce que, dit-il, un œil ne voit pas si clair que plusieurs. Mais attention, pas n'importe quel conseil. Il faut des conseillers qui soient triés sur le volet. Ils doivent posséder 4 qualités essentielles. D'accord, lesquels? Premièrement, la capacité, c'est-à-dire pas seulement l'érudition des livres, mais un jugement solide, une bonne connaissance du monde, de l'histoire, des États voisins et beaucoup de prudence. Deuxièmement, la probité, ça veut dire la loyauté absolue envers Dieu, l'État et le roi, le désintéressement, ne pas chercher à s'enrichir personnellement, et la capacité à résister aux pressions, aux calomnies.
Troisièmement, le courage, la fermeté pour tenir bon dans les moments difficiles, ne pas avoir peur de déplaire quand c'est nécessaire, oser entreprendre de grandes choses. Et quatrièmement, l'application, c'est-à-dire consacrer tout son temps, toute son énergie aux affaires publiques, être diligent et se méfier de ses passions personnelles, notamment, dit-il, de l'influence des femmes, qu'il juge néfaste en politique. Un portrait robot du conseiller idéal plutôt, exigeant, hein. Et sur la structure même de ce conseil, il a des idées précises? Ah oui, très précise. Et c'est là qu'il avance une de ses idées les plus fortes, et sans doute les plus controversées, sûrement inspirées par sa propre expérience. Pour lui, le conseil doit être très restreint, 4 membres maximum, pour être vraiment efficace. Et surtout, il faut un ministre principal, une sorte de chef d'orchestre qui ait une autorité reconnue sur les autres conseillers. Sans ce premier mobile, comme il l'appelle, le conseil risque d'être paralysé par les jalousies, les rivalités entre ministres qui seraient de puissance égale. C'est une plaidoirie très claire pour un leadership fort au sommet de l'administration. Je vois. Une vision très pyramidale, en fait. Et une fois qu'on a trouvé ces perles rares, ces conseillers, et qu'on a mis en place ce système, comment le roi doit-il les traiter? C'est le dernier point clé de ce chapitre et c'est crucial. Le roi doit absolument leur faire confiance, les soutenir publiquement contre toutes les attaques. Il insiste énormément là-dessus. Rejeter systématiquement les accusations secrètes, anonymes, les calomnies murmurées à l'oreille. Exiger des preuves publiques ou les ignorer. Et enfin, les récompenser généreusement. Non pas pour les enrichir de manière indue, mais pour les mettre à l'abri du besoin et garantir ainsi leur dévouement total et leur désintéressement. C'est un pacte de confiance mutuelle qui est pour lui la clé du bon fonctionnement de l'État. Fascinant. On a donc, à travers cette édition de 1764, non seulement une défense de l'authenticité du texte contre Voltaire, mais aussi une présentation très structurée de ce qui est vu comme l'essence de la pensée politique de Richelieu. Un État fort, centralisé, géré de façon rationnelle par un petit groupe compétent, loyal, sous l'autorité d'un roi et d'un ministre principal en qui il a toute confiance. C'est ça l'idée générale. Exactement. Et c'est là, je crois, que ça devient particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui. Quand on lit ces principes, la raison d'État qui prime parfois sur la morale individuelle, l'efficacité comme critère suprême de l'action politique, la concentration du pouvoir pour éviter la paralysie, une certaine méfiance envers les corps intermédiaires ou les contestations, on est forcément interpellé, je trouve. Oui, c'est clair. Comment est-ce qu'on reçoit ces idées aujourd'hui ? Cette vision de l'État, très verticale, très axée sur la puissance, sur l'ordre, comment est-ce qu'elle dialogue, ou peut-être comment est-ce qu'elle se heurte, avec nos conceptions actuelles, la démocratie, la transparence, les contre-pouvoirs, la participation citoyenne? C'est toute la question en fait. Est-ce que certains de ces principes de ce que Richelieu considérerait comme une bonne gouvernance, la nécessité d'avoir une vision claire, une équipe compétente et soudée autour du décideur, une capacité de décision rapide, est-ce que ça a une pertinence qui dépasse le contexte historique du XVIIe siècle? Ou est-ce que ces principes sont fondamentalement liés à une conception autoritaire du pouvoir que nos sociétés actuelles rejettent en grande partie? Lire ce testament, même à travers le filtre de cette édition de 1764, ça nous oblige à réfléchir à ces tensions. Des tensions qui sont peut-être permanentes dans l'art ou la difficulté de gouverner. Une matière à réflexion effectivement dense et qui reste étonnamment actuelle finalement. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ces sources avec nous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration